Merci de nous rejoindre sur latribune.fr pour suivre ce débat sur l'hypercroissance des startups et leurs enjeux et leurs défis. Pour en parler, donc, j'accueille Kat Borlangan, la directrice de la mission French Tech, Xavier Lazarus du fonds Elaya, et Clara Chapaz qui est CTO, donc Chief Business Officer de la startup Vestiaire Collective, qui est donc la dernière licorne française depuis quelques semaines. Merci à tous d'être avec moi pour ce débat donc sur l'hypercroissance des startups. Peut-être commencer par vous, Clara Chapaz. Donc, déjà, félicitations pour votre levée de fonds qui fait de vous la 11e licorne française. Vestiaire Collective, c'est 500 employés aujourd'hui. C'est 394,2 millions d'euros levés en 9 opérations depuis 2009. Donc l'hypercroissance, vous connaissez très bien. Vous avez beaucoup, j'imagine, des défis à relever autour de ça tous les jours. J'ai oublié de préciser que nous avons également Emmanuel Freund de Blade, mais qui sera en visio, donc qui n'est pas encore affiché sur mon écran, mais qui est bien avec nous. Donc, voilà, pour revenir, voilà, bonjour Emmanuel, désolé, ce n'était pas encore allumé. Donc du coup, Clara, vous connaissez bien les problématiques d'hypercroissance. Quel est le plus gros défi que Vestiaire Collective a dû relever dans son hypercroissance auquel vous êtes confronté vraiment tous les jours? Est-ce que c'est la scalabilité du modèle? Est-ce que c'est le financement? Est-ce que c'est l'internationalisation? C'est quoi en fait? Je vais peut-être réexpliquer rapidement ce qu'est Vestiaire Collective pour les gens qui nous suivent. Donc, Vestiaire Collective a été fondée en 2009 et c'est une plateforme, la plus grande plateforme mondiale où l'on peut acheter et vendre des vêtements d'occasion. C'est une start-up qui a beaucoup grandi, en effet, comme vous venez de le dire, qui vient d'annoncer son passage au statut de licorne. C'est vraiment seulement un passage. On en est fiers, bien sûr, mais ça n'arrête en rien nos ambitions. Une entreprise qui maintenant opère dans près de 80 pays, avec en effet 500 employés, donc qui a atteint une certaine taille. Je pense qu'au cours des 11 années d'existence de Vestiaire Collective, il y a eu énormément de défis liés à la croissance. Le premier dont je pourrais vous parler, c'est peut-être pour revenir un peu sur le modèle de Vestiaire Collective. La grande différence de cette plateforme, quand elle s'est lancée, c'est que chaque commande, donc quand quelqu'un vendait un produit sur la plateforme, passait d'abord par l'entrepôt de Vestiaire Collective avant d'être acheminé vers son acheteur. Comme vous imaginez, c'est un énorme enjeu logistique et technologique. Il a fallu inventer des métiers, par exemple l'authentification, la conformité, des métiers qui n'existaient pas jusqu'ici. Et il a fallu bien sûr scaler ces opérations. Dans la course à la croissance, on a fait face à beaucoup d'enjeux et beaucoup d'innovations. Notamment, on a aussi ouvert un moyen d'acheter en direct entre les vendeurs et les acheteurs qui a permis, notamment dans la crise du Covid l'année dernière, de continuer à accélérer sans mettre trop de pression sur les opérations de vestiaire où il y avait énormément d'enjeux de sécurité, de santé pour les équipes. Faire évoluer le modèle économique de la start-up, c'est impératif si on veut devenir une licorne et au-delà d'ailleurs? Je pense qu'en effet, il faut complètement ne pas hésiter à se remettre en question et c'est quelque chose qui est pas toujours facile. Quand on construit tout son modèle sur l'authentification, c'est vraiment associé à la marque, à la confiance sur la plateforme. Donc il a fallu beaucoup se remettre en question, beaucoup réfléchir à comment on pouvait proposer ces nouveaux business models sans perdre ce qui faisait vraiment la différence de Vestiaire, donc le côté premium, le côté confiance, en gardant donc l'accent sur le service client, la possibilité de toujours avoir recours à un check de conformité si on a le moindre doute sur le produit, mais ne pas hésiter à se réinventer, c'est sûr que ça fait partie des enjeux. Alors, avant de revenir plus en détail sur Vestiaire Collective, je vais peut-être parler à Emmanuel Freund, ancien fondateur et CEO de Blade et aujourd'hui CEO de PowerZ, qui est une start-up dans l'éducation. Bonjour Emmanuel, qui est donc en visio avec nous. Donc voilà, vous avez un profil intéressant parce que vous êtes un serial entrepreneur, donc vous avez vécu déjà l'hypercroissance dans une startup, Blade, qui d'ailleurs aujourd'hui connaît quelques difficultés justement en partie liées à son hypercroissance, puisque Blade est arrivé à court de financement et cherche aujourd'hui un repreneur. Vous en êtes parti il y a 2 ans justement pour monter votre nouveau projet. Est-ce qu'on peut dire justement que les soucis que Blade connaît aujourd'hui sont des soucis typiques d'hypercroissance et qu'est-ce que vous avez appris de cette période? En fait, vous êtes parti de rien avec Blade. Vous en avez fait une entreprise qui a levé énormément d'argent, qui a grandi très vite. Et aujourd'hui, vous remettez le couvert avec une autre entreprise aujourd'hui? Oui, effectivement. Je pense que Blade a été victime d'un type d'hypercroissance et d'un modèle qui est effectivement maintenant un peu dépassé et qu'on espère un peu dépassé. Quand on a commencé, Blade, je vais pas revenir sur ce que c'était, mais l'idée c'était effectivement qu'il y avait des valeurs, qu'il y avait une idéologie, qu'il y avait une vision sur comment on voulait le créer.
Et très rapidement, parce que la techno était fabuleuse, on a pu enchaîner les levées de fonds. Alors pour plein de raisons, on a levé plus de 100 millions sur des valos qui atteignaient parfois plus de 500 millions. Et en faisant rentrer plein d'investisseurs, dont des investisseurs qui n'avaient pas nécessairement les mêmes valeurs et les mêmes buts que nous. Et très rapidement, il y a eu un modèle que les investisseurs ont voulu mettre en place, qui était un modèle un peu à l'hypercroissance américaine, mais l'ancienne hypercroissance américaine, c'est-à-dire la Uber, on va avoir plein de clients. Et même si on perd beaucoup d'argent par client, c'est pas grave, puisque quand on aura tout le marché, on n'aura pas de problème pour trouver les investissements. Et il se trouve que donc Blade perdait beaucoup d'argent et a eu beaucoup de mal à trouver des investisseurs. Et quand ils n'en ont plus trouvé, il a été obligé d'arriver à la situation actuelle. Donc c'est un problème d'adéquation entre la vision des fondateurs et celle des nouveaux investisseurs? Oui, il y avait plusieurs choses. Il y avait déjà la nature du modèle, qui était un modèle qui avait des capex lourds, donc il fallait un fort financement. Et donc là, je dirais que la vision, c'était est-ce que quand on a un fort financement, quand on a des capex importants, est-ce que dans ce cas-là, on va préférer perdre de l'argent mais essayer d'augmenter la base ou essayer de trouver un modèle qui est rentable? Donc, sachant là où on va mettre le prix, soit on va décider de perdre de l'argent pour plein d'utilisateurs et d'avoir des modèles, là on va avoir des millions et des millions d'utilisateurs, mais c'est pas grave parce que comme on en aura des millions, on va réussir à se récupérer sur le volume. Soit dès le départ, on essaye de faire un business rentable, même si ça veut dire avancer un peu plus lentement. Et cette équation a été difficile à trancher du coup pendant que vous étiez sur Blade? C'était difficile à trancher. Je pense que l'hypercroissance a des avantages. Au départ, pour Blade, il fallait aller vite. C'était important. Dans la tech, il faut aller vite. Donc il y a plein de croissance et plein de vélocités qui sont importantes à utiliser, mais à bien utiliser. Effectivement, on était arrivé à un moment, il y a 1 an et demi, là où il fallait faire ce choix-là. S'il fallait privilégier la rentabilité ou privilégier un élargissement des pays dans lesquels on vendait et un focus fort aux US, dans ce cas-là, effectivement, les investisseurs n'ont pas été d'accord. Moi, je n'étais pas d'accord avec le board et c'est pour ça que moi, je suis parti à ce moment-là. Et d'ailleurs, ce que je proposais était de faire quelque chose avec Octave Klaba, qui est le patron d'OVH, qui est en train de regarder s'il peut pas essayer de récupérer la technologie et de faire vivre ce beau projet. Alors justement, nous avons un autre investisseur dans ce panel, Xavier Lazarus de Elaya Capital. Bonjour, donc merci d'être avec nous. Voilà, vous êtes de l'autre côté, vous êtes investisseur, vous suivez beaucoup de startups en hypercroissance, vous en accompagnez dans le board de certaines d'ailleurs. Alors, selon vous, comment une startup doit gérer son hypercroissance? La question du timing est très importante, je crois. Alors oui, en quelques mots, Elaya, on est un investisseur depuis près de 20 ans présent sur le capital risque français et européen, et on investit très tôt. On amorce, on fait les premiers tours de capital risque dans des sociétés qui sont toutes à forte composante technologique, voire on fait de la deep tech en lien avec pas mal d'opérateurs académiques. Donc on est plutôt spécialiste de la première phase, mais par contre on sait que quand on a réussi à amorcer une société qui décolle, il faut aller jusqu'au bout. Et donc, on a eu le privilège d'accompagner Criteo, par exemple, qu'on a amorcé jusqu'à sa cotation sur le Nasdaq. On est aussi dans Miracle, que l'on a amorcé, qui a fait la plus grosse levée de la French Tech en septembre dernier. Et on a beaucoup d'autres candidats à grossir ce rang des unicorns. On peut citer Shift Technologies dans l'InsurTech. On peut citer aussi Traffic Labs ou IBAN First. Et dans des choses plus deep tech, on a des très, très belles pépites comme Akemia ou Alice et Bob, par exemple, qui vont défrayer la chronique. Donc, notre spécialité, c'est de détecter très tôt et après d'accompagner. Et des grosses fonctions, on va dire, que l'on a au-delà du capital, c'est de préparer la société, l'entrepreneur mentalement et aussi physiquement à encaisser cette hypercroissance. Si on résume, il y a 2 types de modèles. Il y a les modèles qui sont structurellement déficitaires parce que plus on met de charbon, plus ça fume, mais on ne crée pas de chaleur, quoi. Et puis inversement, le gros des modèles sont des modèles où le charbon sert à créer de la chaleur. Et donc du coup, il faut apprendre à l'entrepreneur à gérer cette quantité de matières premières qu'il va utiliser. C'est de l'argent et il va la convertir en fait généralement en salaire. C'est-à-dire que dans les startups, c'est surtout du recrutement. Donc il faut bien recruter. Il faut avoir des signes avant-coureurs que le business est en train de prendre. Parce que quand on fait du dumping sur des prix, on vend toujours des choses, mais ce n'est pas un business sain. Un business sain, c'est un business où il y a de la création de valeur pour le client, où il y a de la satisfaction client. Donc il faut monitorer tout ça. Et il faut réussir à créer des équipes qui, à chaque fois, vont avoir un coup d'avance sur le futur. Parce qu'il y a des étapes très connues, typiquement l'internationalisation, où on sait, nous, dans tous nos succès, que le départ d'un des fondateurs, notamment sur les grands marchés, donc principalement nord-américains, parce que nous on fait à nouveau de la deep tech, donc c'est là où ça se passe, c'est un moment clé de la société. Et si on enlève un des fondateurs, par exemple, le plus orienté business de la société,
on est en train de déshabiller la maison mère, entre guillemets, de son meilleur vendeur. Donc si on n'a pas préparé cette croissance, si on n'a pas recruté, si on n'a pas mis en place des process, du reporting et une équipe autour, eh bien on ne va jamais pouvoir faire ce départ sans prendre un risque colossal. Donc toutes ces choses-là, nous, on les a vécues. Et on sert d'accélérateur à la prise de conscience de l'entrepreneur. Et on sert aussi de guide pour lui dire à un moment, tu n'es pas encore prêt, ce n'est pas le moment d'y aller. Et puis à un moment, là, il faut y aller. Parce que maintenant, le marché est ouvert, les chiffres sont bons, les capitaux sont disponibles et la bascule peut avoir lieu. Et donc, c'est ce qu'on amène, c'est notre expérience d'avoir vu qu'il y a beaucoup de sociétés qui mettent des années à décoller, puis quand elles décollent, c'est vertical, et d'autres démarrent très vite. Et il y a tout. Et au passage, il y a aussi des très belles sociétés qui n'ont pas vocation à être des licornes, mais qui sont des très belles PME technologiques, qui vont être des acteurs importants. Et il faut aussi diagnostiquer quand on est face à un potentiel qui n'est pas aussi explosif, parce que là, on pourrait noyer le moteur en mettant trop d'essence. Pour aider justement les startups dans ces enjeux d'hypercroissance, c'est un peu la mission de la mission French Tech, donc dirigée par Kat Bourlangan qui est ici. Bonjour Kat. Alors voilà, j'imagine que vous avez beaucoup de retours de startups en hypercroissance et que vous faites face à beaucoup de demandes par rapport à leurs besoins. Comment la mission French Tech, comment l'État peut aider les startups justement à mieux gérer cette hypercroissance et quels outils vous mettez à leur disposition? J'ai l'impression qu'il faudrait mieux demander ça à Emmanuel et à Clara, qui sont du coup nos utilisateurs. Comme vous savez, l'émission French Tech, en tout cas l'ensemble du gouvernement, a un objectif qui a été posé par le président. C'est le fameux 25 licornes d'ici 2025, mais pas au prix de la diversité, pas au prix de l'environnement, pas au prix de la cohésion territoriale. Et puis ensuite, la question qu'on se pose naturellement, c'est comment on y va ? Et quel est le rôle de la mission French Tech là-dedans? Nous, on est au sein de l'État, ce qui veut dire que les armes qu'on fourbit pour soutenir les startups sont naturellement au sein de l'État. Donc, on parle à la fois de la politique publique, que ce soit, par exemple, les créations de la French Tech Visa ou les travaux que, par exemple, Cérico et son cabinet ont pu faire sur la réforme de BSPCE. C'est aussi tout ce qui est marketing à l'international. Xavier a parlé de l'internationalisation, mais c'est un peu compliqué quand les marques sont virtuellement inconnues dans les marchés vers lesquels ils s'aventurent. Donc, on travaille beaucoup avec ça, d'ailleurs, en partenariat avec Business France et tous les réseaux des services économiques et des pneumatiques de la France. Et ensuite, il y a il y a la troisième chose qui concerne directement Clara et Emmanuel, et un tout petit peu Xavier aussi, via Miracle, c'est l'accompagnement direct que la mission French Tech fait depuis très peu. Au final, ce qu'on appelle le French Tech Next 40, French Tech Next 40 120, qui est le programme d'accompagnement des startups plutôt late stage en hypercroissance, c'est relativement nouveau. Et la preuve, c'est qu'on est uniquement deuxième volet. Après, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est. Ça vaut le coup d'expliquer. Préciser un petit peu, oui. Oui, donc en gros, c'est un programme d'accompagnement. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Ça fonctionne un peu comme un marketplace. C'est-à-dire qu'on sélectionne le 120 meilleures startups de la France. Je dis meilleures parce que y a pas... J'aurais dû faire « on sélectionne » parce qu'en fait, en réalité, c'est fait de manière complètement quantitative. C'est un mélange de fonds levés, taux de croissance et revenus qui fait qu'on puisse sélectionner ces 120 boîtes. Et voilà. Et ensuite, le programme fonctionne comme un marketplace, c'est-à-dire qu'ils ont accès au soutien d'une cinquantaine de correspondants français, French Tech, que ça vient de, je ne sais pas, que ce soit les douanes, par exemple, pour sécuriser des opérations d'import-export, ou par exemple l'INPI pour les stratégies des brevets, ce genre de choses-là. Et en fait, ils peuvent y accéder via ce qu'on appelle les Startup Success Managers. Donc, en gros, c'est des chargés d'affaires qui sont au sein de mon équipe. Chacun, en fait, gère un portfolio d'environ 30 à 40 startups. En fait, vous faites la courroie de transmission entre les startups en hypercroissance et les services de l'État pour justement résoudre des problèmes de visa, d'INPI, de fiscalité, etc. Ah, la fiscalité, oui, fiscalité, pardon. On ne va pas rentrer dedans. Vous avez un programme pour les 120 plus grandes ou meilleures startups, entre guillemets. Oui. Quid des autres, en fait, celles qui sont en train aussi qui sont plus jeunes, comme PowerZ de Emmanuel Freund, qui n'ont pas forcément accès à toute cette aide. Du coup, oui. Comment est-ce qu'on aide ces startups-là qui veulent grandir et qui, du coup, sont un petit peu démunies? Donc, comment on les aide concrètement? L'objectif du programme Next 40 French Tech 120, malgré le pitch que je viens de vous faire, c'est pas non plus de devenir la conciergerie des meilleures startups de la France. Ça fonctionne également comme un labo. Qu'est-ce qui se passe dans cette labo? On a certaines offres
qui sont déployées en fait plutôt par des administrations françaises ou par des services publics français. Je donne un exemple. Il y a la Banque de France. Et en fait, il y a beaucoup de startups qui savent que ça fait un moment où ils ont un peu de mal avec leur cotation bancaire parce que la Banque de France ne maîtrisait pas à 100% toute la grande variété de business models qui ont pu émerger ces dernières années. On a testé une offre auprès de French Tech Next 40-120, où en fait la Banque de France vient rencontrer la start-up et ensuite propose une réévaluation de cette notation-là. Et en fait, la réalité, c'est que c'était fait de manière hyper sélective pour uniquement 120 boîtes. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé la manière dont la Banque de France approche la notation des start-up et ils ont également en fait élargi cette offre à un plus grand nombre de scale-up en France. Donc ça, c'est un exemple de comment on utilise le Next 40-120 comme des cobayes pour des choses qu'on va déployer plus tard plus grand nombre de startups. C'est aussi changer la culture des services, notamment de l'administration française vis-à-vis des startups. Absolument. Changer l'approche, la manière de travailler. Et aussi, je pense que quand on dit à une administration, que ce soit par exemple, tu as parlé tout à l'heure de la fiscalité. Si tu dis à la fiscalité, OK, désormais, en fait, on va avoir une offre pour les 15 000 startups de la France, naturellement, c'est extrêmement intimidant, on ne sait pas par où commencer. Mais si on peut commencer avec 120, qu'on sait en plus sont des startups relativement prioritaires par rapport à des objectifs de souveraineté technologique, là, on peut y aller en fait, un peu plus doucement avant de généraliser. Un enjeu important pour les startups, c'est l'international. Donc, Xavier en a un peu parlé, vous aussi. J'ai envie de me tourner aussi vers nos deux entrepreneurs. Est-ce que l'international, ça doit être forcément au cœur du business model dès le début de la startup ? Je peux répondre et puis on passera après. Je pense que pour Vestiaire, ça a été une vraie force. Dès le début, Vestiaire s'est imaginé comme une plateforme mondiale. Donc, il y avait vraiment l'ambition de pouvoir rassembler tous les passionnés de mode dans le monde entier et vraiment ouvrir un peu les closettes de toutes ces personnes dans le monde entier et pouvoir les faire acheter et vendre entre eux. Ça s'est concrétisé par le fait que dès la 3e année d'existence de l'entreprise, une de nos cofondatrices, comme vous le disiez tout à l'heure, a déménagé à Londres pour aller ouvrir le marché anglais. C'est un acte fort quand on est une start-up qui a 3 ans. Je pense que, comme on le disait, il y a énormément à faire et donc engager une partie de l'équipe fondatrice dans l'international, c'est vraiment une vraie ambition. Et rapidement, on s'est déployé en Europe, aux États-Unis, à Hong Kong. Et nous sommes maintenant en train de travailler sur l'expansion en Corée, avec l'arrivée de Corelia Capital il y a maintenant 1 an, qui est fondée par Naver, qui est un peu le Google coréen. Je pense que le vrai enjeu, c'est encore une fois une histoire de recrutement, parce qu'on ne peut pas aller à l'international simplement avec l'équipe française et qui a déjà énormément de choses à faire. Donc il faut savoir bien s'entourer. Des partenariats comme c'est avec la French Tech peuvent aider pour pouvoir aller chercher les talents qui vont permettre d'aller mener ces projets sans perdre le focus de la maison mère qui a aussi beaucoup à faire. Donc recrutement très important et ensuite vraiment je pense un enjeu de prioritisation. On peut aller un peu partout, bien réfléchir à où aller d'abord, quelle première bataille et comment aussi chaque ouverture de marché va permettre de devenir un petit peu plus intelligent sur la prochaine ouverture de marché. Ça c'est un enjeu fondamental parce qu'on ne peut pas réinventer la roue à chaque nouvelle ouverture. Ne pas se tromper dans les priorités en gros. Exactement. Alors Emmanuel, justement, tout à l'heure, vous parliez du fait de rester fidèle en fait, aux valeurs d'origine. Et j'imagine que ça vaut beaucoup pour les recrutements aussi. Par exemple, là, avec PowerZ, qu'est-ce que vous avez appris? Quelles erreurs vous ne voulez pas refaire que vous avez peut-être faites avec Blade? Comment vous envisagez cette nouvelle création d'entreprise? Là où vous en êtes un peu au début, ça fait 1 an et demi, je crois, que PowerZ existe. Ouais, ça fait 1 an, on va fêter notre anniversaire. En fait, il y a plusieurs, il y a 2-3 points qui sont vraiment importants à garder en tête pour moi et qui sont les leçons. Et je pense que ça dépend ensuite de chaque personne. Typiquement pour le déploiement à l'international. Alors encore une fois, ça dépend des business. Si on fait une garderie pour enfants, je pense que aller à l'international c'est moins urgent, mais ça peut être un accélérateur énorme. Mais pour le faire, cet accélérateur-là, il faut avoir des bases fortes. Et une des erreurs de Blade pour moi, c'est qu'on y allait trop tôt. On y allait sans avoir un business model qui était vraiment fort, on avait une très bonne communauté, mais on n'avait pas encore des fondations assez fortes. Donc ça, c'est la première chose qu'on doit faire sur Powers. Évidemment, c'est du software, donc le but, c'est effectivement de pouvoir éduquer tous les enfants du monde, et c'est une très belle accélération, mais il faut le faire en ayant des bases fortes. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour pouvoir accélérer, il faut souvent des capitaux.
Et c'est vraiment très bien d'avoir des capitaux, évidemment, mais il faut les choisir correctement. C'est-à-dire que les capitaux arrivent avec des investisseurs, et les investisseurs peuvent être fabuleux, comme ceux qu'on a à Powers aujourd'hui, c'est pour beaucoup les mêmes qu'on avait chez Blade, et qui m'ont suivi dans cette nouvelle aventure. Et c'est des gens qui nous aident au jour le jour étonnamment, comme la French Tech d'ailleurs nous a énormément aidés, comme BPI nous a énormément aidés, que ça soit dans Blade, que ça soit dans Powers. Mais ça peut être aussi des investisseurs qui n'ont pas les mêmes valeurs, qui n'ont pas les mêmes directions, ou qui ont d'autres ambitions et des ambitions personnelles. Et là, c'est beaucoup plus complexe. Donc oui, si on veut accélérer, il faut prendre des capitaux, c'est vachement bien, mais il faut aussi choisir ses investisseurs et savoir le faire avec parcimonie. Et pour moi, c'est vraiment les deux enseignements. C'est-à-dire qu'on veut accélérer, on veut aller très vite, on veut aller à l'international, mais il faut le faire quand on a des bases fortes et bien entourées. Faut-il modifier également l'équipe fondatrice? Donc c'est peut-être Alors, Vestiaire Collective a connu beaucoup de changements de management. Vous êtes parti de Blade. Vous êtes investisseur. Vous connaissez, j'imagine, beaucoup de cas de figure. Faut-il faire évoluer l'équipe fondatrice? Faut-il chercher à les garder? Faut-il changer parce que c'est pas forcément les mêmes enjeux? Et est-ce qu'un fondateur de début est capable de gérer l'entreprise jusqu'à l'introduction en bourse? Comment vous envisagez cette question des ressources humaines en fait derrière la start-up? Alors, c'est une question fondamentale. Et si on voulait simplifier, si on prend un board et que 5-6 ans après, le board n'a pas bougé, c'est que la boîte ne s'est pas développée. Donc, pas de changement, c'est juste pas possible si on se développe. Par contre, si 5-6 ans après, il n'y a plus un fondateur autour de la pièce, il n'y a plus que des managers professionnels et des investisseurs late stage, cette société a perdu un peu son âme et sa culture. Et donc, dans nos grands succès, ce que l'on a, c'est qu'on a souvent une continuité minimale au niveau des fondateurs, pas seulement et parfois des quasi-fondateurs, des gens qui arrivent très tôt et qui se comportent comme des fondateurs, et qui sont complétés sans cesse, parfois remplacés à certaines positions, des fois les positions se coupent en deux, mais on voit que les gens restent en fait. Les gens restent et restent à haut niveau. Et donc nous, on remarque que le mot, c'est évolution et complétion plutôt que changement, qui est ce qui donne les meilleurs résultats. Alors ça ne marche pas à tous les coups et parfois on est face à des vraies problématiques et là il faut agir, mais ce n'est pas un très bon signal en général de futur succès. Dans les futurs succès, la marque employeur de cette start-up est très forte. Les gens quittent la compétition pour venir, les étrangers ouvrent les filiales pour le compte. Donc, on voit que des effets positifs et les fondateurs restent alors sur des rôles qui évoluent. Au début, il y en a un qui fait plutôt le produit, l'autre qui fait plutôt les ventes. Et puis, s'il faut acheter du café, il tire au sort qui va le faire. À la fin, bien sûr, il y en a un qui est plus le visionnaire, qui va parler en conférence, l'autre qui va être le business, l'organisateur. Donc, ils vont devenir de plus en plus managériaux, mais ils sont quand même là et ils gardent cette culture, ils gardent cette vision produit et ils gardent cet accès au marché et cette chose qui différencie la start-up de tous les autres compétiteurs. Donc, nous, on est très attachés, en particulier dans les tables de capitalisation au début, à garder à la fois un intérêt fort pour que ce soit des sociétés contrôlées par les entrepreneurs d'origine et en même temps réussir à ouvrir sans cesse le capital à des nouveaux et donc typiquement de très tôt mettre en place des vrais plans de stock options, des vrais plans d'action gratuite. Et c'est là où toutes les lois récentes, par exemple, sur l'extension des caractéristiques de BSPCE à l'étranger, etc., sont fondamentales parce que, à nouveau, si ça n'évolue pas, c'est que la société n'évolue pas elle-même. Vous avez parlé de la nécessité de garder la culture au fur et à mesure de la croissance de la start-up. C'est également, c'est un enjeu à mon avis qui est phare pour toutes les start-up de la French Tech. Alors justement, quels sont vos retours d'expérience sur le sujet? Comment est-ce qu'on conserve la culture quand on passe de 10 personnes du début à 500 comme Vestiaire Collective? Quelles évolutions doivent avoir lieu dans cette culture également? Comment on intègre les gens qui ont dans des bureaux un peu partout dans le monde exactement aussi Je me permets d'abord de rebondir rapidement sur la question précédente. Je ne sais pas s'il y a de vérités universelles que je me permettrai de partager sur ce sujet, mais de l'expérience de Vestiaire Collective, nous avons un nouveau CEO depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Et une partie de l'équipe fondatrice aussi toujours très présente, très active. Ce que j'en retire, c'est que c'est vraiment un exercice assez fabuleux parce que, comme vous le mentionnez à l'instant, on a à la fois vraiment la vision, l'ADN de Vestiaire qui est toujours en plein développement et qui est toujours centrale à l'entreprise. Et je parle de la mode, mais aussi de l'éco-responsabilité qui est un des grands piliers de cette plateforme et de cette marque. Et aussi toute l'expertise de Maximilian Bittner, notre CEO, allemand, qui a lancé une plateforme de e-commerce en Asie qui vient s'ajouter en fait à l'équipe initiale. Et c'est vrai que la combinaison des deux est très puissante. Ça nous permet aussi d'attirer de nombreux talents internationaux, parce qu'avoir un CEO allemand en France, ça ouvre à beaucoup de nationalités. On a 42 nationalités.
Et c'est vrai que ça crée une dynamique où les enjeux de culture, pour reboucler avec la deuxième question, sont très importants. Quand on a 42 nationalités, des gens de toute expertise, des métiers comme authentificateur dont on parlait tout à l'heure, où on va vérifier si un sac Hermès, Chanel ou j'en passe est un sac conforme et authentique à des data scientists de plus haut degré qui travaillent sur nos algorithmes. Garder la même culture et pouvoir aussi croître les équipes grâce à cette culture, c'est un enjeu du quotidien. C'est un enjeu qu'on formalise aujourd'hui, seulement 11 ans après la création, de plus en plus avec l'élaboration de valeurs, qu'on utilise notamment énormément au recrutement, parce que en fait, c'est à cette étape que tout se joue. Si on ne recrute pas les personnes qui vont fonctionner avec la culture, c'est très très difficile ensuite de pouvoir avancer dans le comment on même sens. conserve l'agilité d'une startup avec une structure de 500 employés ou de 100, enfin, je ne sais plus combien on avait Blade quand vous êtes parti, Emmanuel, mais voilà, comment on conserve l'agilité des débuts et ce qui fait la force d'une startup avec le fait de devoir se structurer et ce qui est aussi une nécessité et un bien pour une entreprise en fait. Je pense que justement c'est la culture. On est 500, mais si vous parlez à certaines personnes de Vestiaire Collectif, je pense qu'on est encore très très start-up, parfois même trop. On n'a pas peur d'essayer, de tester, d'avancer, de reculer, de changer les priorités. On parlait de l'envoi direct tout à l'heure, ce genre de changement, peut-être pas aussi massif tous les jours, mais on se questionne au quotidien et on donne vraiment le pouvoir à chacun de pouvoir se poser ces questions et d'avancer sur ses projets en autonomie. Donc une grande partie de la culture de Vestiaire Collectif, c'est ça, c'est se donner les moyens, les ressources, donc les équipes pour avancer. Mais ensuite, une fois qu'on a fixé le cap, laisser les gens s'approprier les sujets pour garder cette agilité, cet esprit entrepreneurial. Emmanuel, peut-être une réaction? Ouais, alors c'est plus compliqué que ça pour moi. Je pense que c'est pas que le modèle startup, c'est le modèle de la société généralement. C'est-à-dire que j'étais très étonné il y a une dizaine d'années quand j'allais dans des entreprises et que je voyais des gens qui étaient depuis 30 ans dans cette entreprise. Et c'était presque une normalité. Rester 30 ans à son travail, c'était une normalité avant. Et je crois que ça l'est plus du tout maintenant. Donc on a affaire à des gens qui bougent tout le temps. Donc qu'on soit une entreprise de 10 personnes, de 50, de 100 ou de 5000, il faut trouver comment on les garde, comment on les fait travailler ensemble avec des gens qui vont partir, qui vont revenir et dont on veut garder un maximum. Et oui, je pense qu'avoir une vision de là où on va, de ce qu'on veut faire et que les gens ont une question sur le sens, c'est-à-dire être expert comptable, c'est pas juste un but en soi, c'est être expert comptable dans un projet pour faire quelque chose. Et c'est pareil pour tout le monde. C'est maintenant, je pense qu'il y a une question du sens, mais dans la société, pas que dans la start-up. Et effectivement, la culture, c'est d'abord développer ce sens. Quels sont vos enjeux d'hypercroissance à venir, à tous les deux? Donc avec la dernière levée de fonds dont on a un peu parlé en introduction, on a vraiment 3 gros enjeux. Le premier, c'est l'international, continuer à aller conquérir de nouveaux marchés, mais aussi accélérer sur des marchés existants. On a parlé des États-Unis tout à l'heure. C'est vrai que quand on est une start-up française, c'est un très très gros marché qu'on ne peut pas, ou plutôt dont on a l'ambition d'aller chercher. Le deuxième, c'est vraiment la technologie. On parlait de recrutement. Aujourd'hui, chez Vestiaire Collective, on a 120 personnes à la tech, aux produits, à la data. On veut recruter 155 personnes d'ici la fin de l'année. Donc, de gros enjeux, mais de quoi vraiment continuer à accélérer et à développer cette agilité. Et le dernier, c'est l'éco-responsabilité. C'est vraiment quelque chose, je pense, d'assez unique. On parle de quête de sens quand on travaille pour une entreprise qui permet d'améliorer la planète et donc la croissance finalement a un sens. C'est vrai que c'est extrêmement important et on s'engage par exemple dans le Fashion Pact auprès de Kering, mais aussi on fait une candidature pour devenir B Corp. Donc beaucoup de projets sur cette thématique. Emmanuel, du coup? On va peut-être très rapidement rappeler ce que c'est que Powers. Powers, l'idée, c'est de pouvoir apprendre grâce à l'écran, de faire un jeu vidéo là où les enfants auront envie de jouer et passeront potentiellement des heures devant l'écran, mais en apprenant des choses, en ayant quelque chose d'utile qui va se confronter à des Fortnite, des Minecraft, d'autres jeux classiques, mais donc qui serait utile pour une fois. L'idée, c'est effectivement de faire ça de façon internationale, de pouvoir le diffuser le plus vite possible, mais d'abord de vérifier que effectivement, des enfants apprennent que effectivement le jeu plaît. Et ça, on va d'abord le faire en France. C'est ce qu'on a fait en lançant Powers le mois dernier. Et on veut vérifier et faire grossir notre communauté en ayant un maximum de personnes qui testent et qui vérifient que quand on appelle les enfants à table, ils viennent pas.
Merci beaucoup à tous les quatre. On arrive au terme du temps de cette table ronde. Merci beaucoup.